Je vous remercie et je vous remercie de cet échange, puisqu'il est toujours utile, effectivement, de pouvoir évoquer ces questions et y réfléchir. Et je vais m'inscrire tout de suite dans la ligne de l'excellente présentation de notre président qui a parlé de ce qui serait souhaitable, c'est-à-dire que l'Union européenne ait un rôle actif dans les relations internationales et donc en particulier que l'Union européenne joue un rôle actif pour la sécurité du Moyen-Orient dans son ensemble et notamment de l'Iran. Or, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que, comme l'a dit le président, les pays de l'Union européenne n'ont pas les capacités militaires suffisantes pour satisfaire ces objectifs. Et je voudrais tout de suite en donner un exemple pour illustrer cette insuffisance de capacité militaire des pays de l'Union européenne. C'est la question des porte-avions. Dans les années 1990, la France disposait de deux porte-avions. Les deux, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de monter dessus. L'un s'appelait le porte-avions Clémenceau, l'autre s'appelait le porte-avions Foch. Comme chacun le sait ici, aujourd'hui, ceux-ci ont été remplacés par le porte-avions Charles de Gaulle et le fait qu'il se soit dirigé vers le Moyen-Orient, qu'il ait passé le canal de Suez il y a quelques jours, peut donner l'impression à l'opinion publique française et internationale que la France a des moyens suffisants en matière de porte-avions. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien pour une raison bien simple, c'est que un porte-avions comme le Charles de Gaulle suppose en moyenne à peu près 6 mois de maintenance par an. Donc, il n'est disponible qu'à mi-temps. Donc, un pays qui vraiment veut utiliser la force de porte-avions se devrait au moins d'en avoir deux et de façon même meilleure d'en avoir trois. Donc, il se trouve que au moment où cette quatrième guerre du Golfe a été déclenchée, le porte-avions Charles de Gaulle n'était pas en maintenance et donc il était disponible, mais cette disponibilité sera nécessairement temporaire. Il est même arrivé parfois que la durée de la maintenance dépasse 12 mois de l'année, donc ce qui le rendait totalement inutilisable. Et puis en même temps, cette quatrième guerre du Golfe a montré aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, que le Royaume-Uni a des moyens militaires qui se sont considérablement affaiblis. C'est la raison pour laquelle, lorsque dans votre titre vous évoquez l'avenir sécuritaire de l'Iran, eh bien, il me semble que le rôle de l'Union européenne ne peut être que mineur et que, à mon sens, la réponse passe beaucoup plus par la nécessité de trouver un futur sécuritaire pour l'ensemble des pays riverains du Golfe Persique, et c'est cette réflexion que je vous propose de conduire. Alors, la conduire comment? Eh bien, dans un premier temps, je voudrais situer les deux caractéristiques géopolitiques actuelles euh, qui concernent donc les pays riverains du Golfe Persique. Et dans une seconde partie, je vous proposerai un certain nombre de réflexions prospectives en réfléchissant à des scénarios pour l'avenir. Si je prends les deux caractéristiques géopolitiques de cette région, il me semble qu'il faut d'abord regarder ce qui relève du temps long, puis ensuite ce qui relève du temps court. Ce qui relève du temps long, chacun le sait ici, mais il n'est pas mauvais de le rappeler, c'est ce que j'appellerais une faible cordialité entre les pays riverains du Golfe Persique. Alors, cette faible cordialité a de multiples raisons. Elle a des raisons, je dirais, religieuses, en raison tout simplement
de la différence entre les chiites et les sunnites. Elle a des raisons liées aussi à des situations de pouvoir, puisqu'on sait par exemple que Bahreïn a une population qui est à majorité chiite, ce qui explique par exemple les émeutes importantes qui se sont déroulées à Bahreïn en 2011. On sait aussi qu'il y a des désaccords sous la souveraineté maritime de certaines îles, un désaccord qui concerne tout particulièrement l'Iran et les Émirats arabes unis. Et puis, il y a bien sûr la mémoire aussi de la guerre Iran-Irak, même si aujourd'hui les gouvernements irakiens n'ont pas la même position politique que ce qui était celle de Saddam Hussein. S'ajoute dans ces raisons de faible cordialité la présence d'un certain nombre de bases américaines qui, évidemment, n'est pas nécessairement appréciée par la totalité des pays riverains du Golfe Persique et le fait qu'un certain nombre de pays riverains du Golfe Persique aient signé les accords d'Abraham sans qu'une solution ait été trouvée à la question de l'organisation de la gouvernance de ce territoire qui va du Jourdain à la Méditerranée. Les situations de faible cordialité sont aussi liées, je dirais, pour parler en français de façon précise, je dirais peut-être une certaine jalousie entre des pays qui ont connu des réussites économiques et d'autres qui ont connu moins de réussites économiques et entre des pays qui ont peut-être su mieux se mettre dans une position de neutralité, je pense à Oman, et d'autres au contraire qui sont dans des positions, je dirais, plus engagées dans la région. Donc bref, toutes les raisons que je viens de signaler ne rendent pas la pacification pour l'ensemble des territoires des pays riverains du Golfe Persique et pour le Golfe lui-même extrêmement aisée. À cela, à tous ces éléments de longue durée, s'ajoute ce qui vient de se passer dans la courte durée depuis donc l'offensive américaine du 28 février 2026, conduite en même temps que l'offensive d'Israël. Parce qu'il est clair que nous avons assisté à ce que le grand auteur spécialiste des questions de guerre, Clausewitz, appelait une montée aux extrêmes. C'est-à-dire que très rapidement, il y a eu effectivement une offensive extrêmement intense de la part des États-Unis et d'Israël, et en même temps une réponse de l'Iran qui a été également extrêmement intense, puisque au-delà de la réponse sur les bases américaines, il y a eu aussi une réponse sur des installations civiles des pays du Golfe, des pays arabes du Golfe. Donc on voit que la situation est extrêmement tendue pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et il est intéressant à ce stade-là de réfléchir à comment ce conflit et comment les paramètres géopolitiques dans cette région peuvent-ils évoluer. Bien sûr, l'avenir est très difficile à déceler, mais on peut essayer de réfléchir aux évolutions possibles dans la mesure où elles permettent de nourrir la réflexion pour ce qui serait l'idéal, c'est-à-dire à la fois une situation sécuritaire dans l'ensemble de la région, sachant qu'il faut toujours rappeler qu'il n'y a de bon développement au service du bien commun des populations que si une sécurité est assurée. Alors pour y réfléchir, je vous propose d'examiner 5 futurs possibles pour les pays riverains du Golfe Persique, que je résumerai rapidement. La première prospective possible, eh bien, c'est tout simplement la poursuite du conflit actuellement ouvert. Simplement, ce conflit peut voir son échelle géographique se modifier, c'est-à-dire soit son échelle géographique peut se globaliser encore davantage, c'est-à-dire aller bien au-delà des actions militaires qui sont conduites
dans le golfe Persique ou autour, ou au contraire, elle peut se réduire au golfe Persique si, par exemple, l'ensemble des moyens des États-Unis se retiraient. Il y a aussi une autre hypothèse en cas de retrait, c'est que en fait, on est en fait un conflit qui devienne extrêmement dual, avec d'un côté donc l'Iran et de l'autre côté une sorte de coalition des autres pays riverains du Golfe Persique. Donc cette première prospective est une perspective qui, évidemment, n'assure la sécurité de personne. Et évidemment, n'assure pas la sécurité de l'Iran qui est évoquée dans le titre, puisque toute pérennisation d'une situation conflictuelle ne permet pas d'avoir la confiance dans l'avenir et donc d'assurer un développement partagé. La deuxième perspective possible, ce serait effectivement un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu fragmenté, c'est-à-dire où nous aurions une situation où le cessez-le-feu fonctionnerait, par exemple, entre l'Iran et tel ou tel pays riverain du Golfe, mais ne fonctionnerait pas pour les autres pays riverains du Golfe et entre l'Iran. Donc nous aurions une fragmentation qui signifie inévitablement le maintien d'une certaine conflictualité et donc là aussi n'est pas de nature à permettre une sécurité globale de l'ensemble de cette région. La troisième prospective possible serait aussi un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui serait global pour tous les pays souverains du Golfe. Ce cessez-le-feu ne serait pas évidemment une entente définitive. Le détroit d'Ormuz serait réouvert, mais il y aurait toujours le risque qu'il y ait des tensions périodiques et donc là aussi, on n'est pas dans une logique de sécurité durable, même si c'est un cessez-le-feu qui serait plus large que celui de mon deuxième scénario, dans la mesure où il serait signé par la totalité des pays riverains du Golfe Persique. Le quatrième scénario que l'on peut imaginer, c'est celui que j'appelle le scénario mer Caspienne. On sait en effet qu'au sein de la mer Caspienne, nous sommes dans une situation où les pays sont un peu, j'irais, assis entre deux chaises. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un modus vivendi pour empêcher toute conflictualité entre les pays riverains de la mer Caspienne, mais en même temps, il n'y a pas d'accord signé, par exemple, sur le partage des eaux de la mer Caspienne. Mais on est bien obligé de constater que ce statu quo de modus vivendi perdure, et donc on a le sentiment, et c'est la réalité, que la mer Caspienne est un territoire apaisé, même si rien n'est signé entre les différentes parties prenantes. Donc, on pourrait imaginer un scénario avec donc un golfe Persique qui se mette dans la situation actuelle de la mer Caspienne, c'est-à-dire dans une situation où tous les pays acceptent euh, une, une pacification de fait de l'ensemble du Golfe Persique, sans qu'il y ait une signature officielle d'un accord entre ces différents pays, mais chacun des pays considérant que le fait d'être riverain du Golfe Persique est un atout économique et que pour bien bénéficier de cet atout économique, ben, l'idéal, c'est que les différents pays s'acceptent puisqu'ils partagent
les mêmes avantages maritimes de cette présence du Golfe Persique. Enfin, il y a évidemment un cinquième scénario possible qui, à ce moment-là, repose sur des accords réels, c'est-à-dire sur la signature, effectivement, de textes communs avec un engagement pris par les pays de respecter la pacification du Golfe Persique. Et donc, dans cette hypothèse, on est avec des éléments évidemment plus solides. Et surtout, dans cette situation qui est la cinquième, on voit notamment deux avantages, hein. Le premier avantage, c'est que les assureurs, à ce moment-là, accepteront à nouveau d'assurer tous les bateaux qui traversent le Golfe Persique, et surtout avec des coûts de police maritime relativement faibles, parce que les assureurs seront rassurés justement par le fait qu'il y a des accords qui auraient été signés entre l'ensemble des pays riverains. Donc voilà ces 5 scénarios que j'ai évoqués. Bien sûr, nous pourrions en évoquer d'autres. Alors pourquoi, d'un point de vue géopolitique, c'est intéressant de faire cette prospective géopolitique? D'abord parce qu'elle nous permet de réfléchir, et elle permet à chaque pays riverain du Golfe Persique de réfléchir à ce qu'il juge serait souhaitable pour lui, et donc finalement à quelle politique il doit conduire pour viser tel ou tel objectif ou tel scénario. Ça, c'est le premier élément. Et puis, en tant que spécialiste de géopolitique, ce qui nous paraît, nous, toujours extrêmement utile, si nous nous replongeons à quelques années supplémentaires, c'est d'étudier l'évolution de la réalité géopolitique telle que ce sera faite, par exemple, dans les 3 prochaines années, de comparer cette évolution constatée avec les scénarios et d'essayer donc de comprendre les raisons explicatives de la différence entre ce qui sera déroulé et ces scénarios. Et donc ça permettra une meilleure connaissance des évolutions géopolitiques, une meilleure compréhension des évolutions géopolitiques, et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de proposer des scénarios. Alors certes, l'avenir n'est pas écrit, mais il est bon effectivement d'aider très modestement, ce qui nous concerne, les différents dirigeants des pays riverains du Golfe Persique à réfléchir au futur qui le souhaitent. Et c'est justement en élaborant ces différents scénarios qu'ils peuvent réfléchir à leurs souhaits et mettre en place les actions géopolitiques qui leur permettent d'atteindre le scénario qui est souhaité. Voici donc les quelques réflexions que je voulais vous proposer. Je ne pourrai sans doute pas rester jusqu'à la fin de notre échange, et j'en suis désolé, mais bien entendu, s'il y avait des questions, je suis prêt à essayer d'éclairer davantage ma réflexion s'il y a des questions de la part des différents participants à cet échange, et je vous remercie de votre écoute.